Bon, on va faire un petit point sur les premières lectures pour explorer la mythologie. Alors, j'ai commencé à lire cet abrégé de l'Odyssée d'Homère, qui est dans un état un peu abîmé parce qu'il était dans la bibliothèque de mon fils Simon, qu'il a lu au collège. Bah écoutez, c'était une bonne première approche parce qu'en fait moi j'avais jamais lu et fallait quand même commencer par là. Et je suis super contente de l'avoir fait parce que ça m'a bien plu, l'histoire est chouette. Je vous ai mis quelques images, il y a parfois, assez rarement, quelques illustrations que je trouve très sympas. Et voilà, j'ai été vraiment embarquée avec Ulysse dans son périple. Dans son retour vers sa chère Pénélope et dans toutes les histoires qu'il a pu avoir sur son passage avec toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai trouvé intéressant aussi de savoir, mais bon je pense que tout le monde le sait, mais moi c'était bien de me le remettre dans la tête, que finalement Homère était ce qu'on appelle un aède. Et que finalement tout le monde en fait dans la transmission, en fait c'est de la transmission orale qui se faisait, et en fait Homère a été celui qui a été retranscrit et qui est une des personnes qui a transmis de génération en génération, lui a transmis l'histoire de l'Odyssée d'Homère, de l'Odyssée d'Ulysse. Et donc du coup c'est un de ceux qui a transmis l'histoire, et on le remercie, mais de génération en génération il y en a d'autres. Et d'ailleurs je pense lire prochainement la version de Alessandro Baricco, puisqu'il a aussi écrit l'Iliade. Alors c'est pas forcément la même chose, mais je pense que ça peut être aussi tout intéressant de voir comment les aèdes contemporains peuvent retranscrire eux-mêmes les histoires qu'on a pu leur raconter avec des figures mythologiques. Voilà. En tout cas, franchement, c'était chouette. Je pense que je comprends pourquoi Simon aime la mythologie. Mais moi aussi, enfin, j'en ai déjà lu, mais j'avais jamais lu l'histoire en intégralité, donc il fallait le faire. Et j'étais bien contente. Ensuite, j'ai lu une super BD qui s'appelle Héraclès, qui a été écrite par Édouard Court et ici éditée chez Achilleos. Alors déjà, donc Héraclès en fait c'est un humain qui veut devenir Dieu, et pour pouvoir devenir Dieu, on lui donne des missions qu'il doit accomplir. Il est extrêmement fort et il va petit à petit réussir tous ses défis, et on va le suivre au fil de ses défis. Donc l'histoire commence vraiment comme ça, donc avec son premier défi directement. Donc Héraclès devra vaincre le lion à la peau impénétrable vivant dans les collines de Némée. Et petit à petit, en fait, on apprend son histoire, on apprend d'où il vient, pourquoi les dieux le challenge. Et les dessins sont autant humoristiques que très forts, très lourds de sens, puisque les figures sont... Enfin, vous voyez, il y a de l'humour, par exemple. Il a les yeux des mangas, vous voyez. Donc on voit tous les différents personnages. Je trouve parfois que c'est très intéressant. Au début, il y a ce personnage qui l'accompagne et on comprend petit à petit qui il est dans l'histoire d'Héraclès, pourquoi il est là, comme une ombre. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. On voit bien à quel point les dieux lui en ont fait baver. Et c'était vraiment, voilà, on s'attache à Héraclès, et je trouve que on a envie de suivre ces différentes victoires. On espère que voilà, il aura différentes victoires, et c'est toujours chouette. Ça m'a beaucoup plu. Un peu sanglant hein, quand même, parce qu'il y a pas mal de batailles. Le truc, c'est que j'ai regardé le second tome, il est disponible. En fait, il a été édité il y a un moment. Je dirais qu'il a été édité en 2012, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2012, on se souvient. Donc la suite a été éditée aussi après, et c'est en 3 tomes, et le 3e tome est quand on regarde sur Amazon par exemple, en occasion,
il est à 139 €, vous voyez, donc c'est compliqué. Par contre, bonne nouvelle, il est réédité prochainement en intégralité, je ne sais plus par qui, je vous mettrai la petite photo ici. Et moi je l'ai précommandé pour pouvoir l'avoir en intégralité parce que ça m'a bien plu. Donc celui-ci, je vais le vendre sur Vinted, donc si ça vous intéresse, voilà, vous pourrez l'avoir sur Vinted à la fin du mois, début du mois prochain, je ne sais pas trop quand, je vous avertirai. Mais voilà, c'était quand même très très chouette. Une belle réinterprétation de la mythologie à travers la BD, quoi. C'était vraiment bien. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire Lavinia de Ursula Le Guin. Je viens juste de commencer et dès que j'ai terminé, je reviens vous en parler. Alors oui, avant de vous reprendre, je voulais aussi vous parler rapidement de Méduse parce que Méduse de Martine Desjardins, qui est sortie là, dans le cadre de la rentrée littéraire, est une interprétation du mythe de Méduse. Je vous en parle dans le cadre de ma vidéo sur la rentrée littéraire. Si elle est sortie avant, je vous mettrai le petit i ici pour que vous y accédiez. Donc c'est pas vraiment l'histoire de Méduse, mais le mythe de Méduse est sans cesse référencé dans ce roman, puisqu'on suit une jeune femme qui se fait surnommer Méduse puisqu'elle a une difformité au niveau des yeux et qui va vraiment l'empêcher de vivre une vie normale. Elle est détestée, elle est bannie de chez elle, sa mère l'exècre et son père l'envoie dans une institution avec d'autres jeunes filles qui ne sont pas tout à fait physiquement normales. Et voilà, avec des personnes qui gèrent cette institution de plutôt étranges, des mécènes qui abusent en fait des personnes de cet institut, des jeunes filles de cet institut. Méduse ne va pas être l'une des jeunes filles, elle va être remisée vraiment comme la femme à tout faire. La directrice de l'institut va lui faire subir des épreuves terribles. Et on retrouve d'ailleurs certainement des références au mythe de Méduse, voilà, jusqu'à ce qu'elle comprenne petit à petit qui elle est, à quoi elle ressemble. En fait, elle n'a jamais eu l'audace de se regarder elle-même, tellement on lui a dit qu'elle était terrible, hideuse. Et on sent il y a quand même un côté fantastique dans ce livre, parce que malgré tout, même si elle doit fermer les yeux, elle voit quand même des choses. Elle voit un peu l'âme des gens. Et elle a un pouvoir étrange avec ses yeux. Si elle les ouvre, elle se rend bien compte qu'il y a un effet assez terrible sur les autres quand elle ouvre les yeux. Et voilà, donc ça va être son histoire, ça va surtout être une quête d'identité, ce livre, mais très inspiré du mythe de Méduse. Je ne veux pas forcément vous en dire plus. Cette couverture est superbe, même si elle fait vraiment flipper avec cette feuille qui rentre dans l'œil là. J'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment, de la rentrée littéraire. Je vous en parlerai dans la vidéo dédiée, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est édité chez La Talente, et si vous ne l'avez pas lu, en plus il est assez court, je vous invite à le lire. Hello, alors on est, je crois, mardi... Combien? Ah, je sais jamais... 19 septembre. On se retrouve donc à peu près une semaine après la première séquence où je vous parlais des livres de mythologie que j'ai lus. Et je viens vous parler de Lavinia d'Ursula Le Guin, je ne sais pas comment ça se prononce, chez La Talente. Alors, avec Lavinia, j'ai voulu autant découvrir la plume d'Ursula Le Guin que aller découvrir un personnage de la mythologie que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, Lavinia, c'est la fille du roi Latium. En fait, elle est née et elle est liée à l'émergence de la ville de Rome. Elle va
on va la suivre. Dans ce roman-là, on la suit en fait sur toute sa vie, de sa jeunesse où déjà des hommes s'intéressent à elle dans le Latium, et jusqu'au moment où elle rencontre Énée, qui arrive après la guerre de Troie, qui arrive et qui va être son mari, avec lequel elle aura un enfant, voire plus. Et Énée, lui, a déjà un enfant d'un autre mariage lorsqu'il était avant de partir de Troie. En fait, il a été marié et il avait un enfant, Silvius, si je dis pas de bêtises, qui lui a un rôle important dans la création de la ville de Rome. Alors ça, c'est mon fils Joseph qui m'en a parlé. C'était intéressant parce que du coup Lavinia, j'ai parlé de Lavinia, j'ai parlé de Énée avec lui, je lui parlais du roman que j'étais en train de lire, et en cours de latin, il m'a expliqué en fait comment Énée, et notamment Silvius, si je dis pas de bêtises, Silvius, c'est ça, en fait, a été un des pères de la création de la ville de Rome. Un des parents... ouais, c'est ça. Hein. Je suis pas très très douée en mythologie, vous vous en rendez compte. D'où cette exploration. Bref, tout ça pour dire que là, on va écouter la voix d'une figure de la mythologie dont il est rarement question. C'était aussi ce qui m'intéressait. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Ce roman, pour moi, a vraiment deux parties. Une grande partie avant que Énée arrive à la rencontre de Lavinia et la prenne pour femme. Et puis ensuite, la partie où elle va aller en fait créer la ville de Lavinius qui porte de son nom, avec Énée, et ensuite pouvoir enfanter et vivre sa vie de reine en fait. J'ai apprécié, mais j'ai trouvé des longueurs dans la première partie de la jeunesse de Lavinia. Il y a toute une histoire concernant des voix qu'elle aurait entendues, en fait, des dieux qui lui auraient dit... en fait, c'est sous la forme d'un poète dont l'esprit vient la visiter alors que son corps est ailleurs. Elle va connaître sa vie, elle va connaître l'avenir, et donc elle va savoir ce qui va se passer. Ce qui fait qu'elle ne va pas accepter certains mariages en attendant l'arrivée d'Énée et l'histoire qui va suivre. Et ça va générer une guerre. Cette guerre, c'est vraiment une transition dans ce livre. Une guerre qui est surtout menée par un des prétendants de Lavinia, qui ne va pas accepter en fait qu'on lui enlève sa promise. Et donc il va y avoir une guerre assez atroce, qui est quand même une bonne partie de l'histoire. Et cette transition de la guerre, j'ai trouvé ça un petit peu long aussi. En revanche, j'ai beaucoup aimé la suite parce que il est question de la relation amoureuse, de la relation maternelle, de pas mal de choses, notamment par rapport au fait de devenir un guerrier et d'être élevé par les hommes qui ne sont que des guerriers et qui n'ont comme politique que d'aller batailler pour conquérir des territoires. Lavinia va protéger son fils Silvius de toute cette barbarie, et j'ai trouvé que cette partie qui mettait en fait en lumière la protection de cette mère vis-à-vis de son fils était vraiment très belle. J'ai beaucoup aimé la seconde partie. La première partie, en revanche, j'ai trouvé ça long, mais long. L'écriture d'Ursula Le Guin est pas mal, rien d'exceptionnel pour moi, mais peut-être que je ne suis pas allée forcément vers le roman qui m'aurait fait le mieux découvrir Ursula Le Guin. Donc si vous souhaitez me faire découvrir et me faire changer un peu d'opinion, parce qu'en fait j'ai bien aimé, mais ça restera pas, à mon avis, dans ma tête très longtemps. L'histoire en soi était vraiment intéressante.
je pense que le parti pris d'Ursula Le Guin de parler de cette figure mythologique qui n'est pas la figure d'Hélène, qui n'est pas la figure de Paris, d'Ulysse, tout ça, et donc de prendre un parti pris un peu différent, est audacieux et intéressant. En revanche, j'ai trouvé des longueurs, mais il y a quand même une ambiance, ben voilà, vraiment cette ambiance de l'Italie dans sa naissance en fait, qui était quand même intéressante. Ben voilà, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant, même si j'ai vu un petit peu des longueurs. Il y a une postface qui est écrite par Ursula Le Guin, où elle explique qu'elle s'est inspirée des chants de l'Énéide, poème épique de Virgile, voilà, qu'elle a été complètement envoûtée par la beauté de l'écriture de Virgile et qu'elle trouve dommage en fait qu'on n'en parle plus, notamment dans les écoles. Et voilà, donc du coup... parce qu'elle dit, au cours de ce dernier siècle, l'enseignement et l'apprentissage du latin se sont réduits à une spécialité universitaire. Bah oui, moi je suis assez d'accord, c'est-à-dire que parlons justement de la transmission de cette mythologie. Moi je suis contente de pouvoir avoir une discussion avec mon fils Joseph sur l'Énéide, sur la création de la ville de Rome. Voilà, c'est super intéressant de pouvoir parler de ça. Je suis heureuse qu'au collège, il puisse faire du latin. Mon fils Simon en fait aussi. Si parfois il trouve que c'est un petit peu long comme enseignement, finalement des choses restent et j'en suis plutôt fière, donc tant mieux. Et moi je suis contente à mon âge d'aussi aller chercher les informations qui me manquent et de pouvoir avoir ces discussions avec mes enfants. Franchement, rien ne me rend plus heureuse que ça. Donc voilà, écoutez, ça c'était un emprunt bibliothèque. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner des petits conseils de lecture, notamment sur l'écriture de Ursula Le Guin. Je me dis que peut-être je pourrais aller découvrir autre chose d'elle. Là, je vois 4 chemins de pardon, chronique des rivages de l'Ouest avec don, voix et pouvoir. Je ne sais pas trop. Voilà, donc c'était ma dernière chronique pour cette exploration de la mythologie, pour cette première vidéo. Je continue mes lectures, j'en ai plein d'autres à découvrir et j'y vais avec beaucoup de plaisir. Donc je suis plutôt contente. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Bien sûr, c'est une exploration, je n'ai pas du tout les connaissances suffisantes pour vous parler de mythologie en bonne et due forme. Vous m'en voudrez pas, moi je suis aussi une lectrice qui apprend. Je voulais juste vous dire que j'ai feuilleté un petit peu aussi on va dire, une anthologie des grands récits de la mythologie jeunesse du Père Castor de mes enfants. Alors ça, je pense que c'est plutôt sympa, mais c'est très jeunesse. Je pense que j'en lirai peut-être à Lucien et Simon, après beaucoup de plaisir à les découvrir. Donc si vous avez des enfants, je pense, je dirais de l'âge à partir de 10 ans, 14 ans, je vous les conseille. Là, on a Dieu et déesse de la mythologie grecque, héroïne et héros de la mythologie grecque et Hercule, les 12 travaux, avec des illustrations, c'est plutôt sympa. En revanche, j'ai moins aimé, je suis allée en fait essayer de découvrir un peu celui-ci, j'ai moins aimé parce que j'aime pas trop la présentation. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, en fait, il y a plein de petites informations très précises sans faciliter la lecture, je trouve. Donc c'est peut-être plus pour des adolescents et des enfants qui ont déjà une première connaissance de la mythologie. Vous voyez, moi, c'est pas mal fait, hein, mais je trouve ça pas très très beau, ce vert là, comme ça. Les dessins, je les trouve pas particulièrement beaux non plus, mais je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Donc ça, c'est la collection, on est où? Les encyclopes, c'est ça? Là, je sais pas, on est dans quelle collection? Les encyclopes, et donc c'est la mythologie grecque par Hélène Montardre, édité chez Milan. Voilà, alors je pense que les informations sont intéressantes, mais je n'aime pas trop la mise en page. Voilà, tout ce que je voulais dire, je suis pas super fan. Voilà, je trouve qu'en plus ça met pas forcément
dans l'ambiance et voilà, dans l'ambiance des récits mythologiques. Je trouve que c'est trop coloré, il y a trop de choses. J'aime bien la... Alors par contre, je suis en train de lire, je vais vous montrer pour terminer. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo dédiée encore à la mythologie, où je suis en train de lire cette anthologie des mythes et légendes de la Grèce antique. C'est édité chez Grund, c'est très vieux, je pense que ça appartenait à mon homme quand il était enfant. Je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a une table des matières, ça date de 1982. Voilà, et en fait chaque chapitre se lit un peu comme un conte, vous allez lire aux enfants, et il y a des illustrations. Et voilà, donc là j'ai lu Prométhée, et la suivante ce sera le déluge. Et je pense que c'est très intéressant, en fait c'est très bien écrit, c'est assez court, et voilà, j'aime bien la façon, le fait que ce soit sous forme de conte. Bon, il y a pas mal de textes quand même, mais voilà, j'espère l'avancer un peu et essayer de comprendre un petit peu des choses, découvrir des personnalités, des personnages qui me... Voilà, que je ne connais pas forcément. Mais globalement, on les connaît, hein, mais... on va aller jusqu'à 3, je pense. Je regarde juste pour le... Je pense que c'est dans une sorte d'ordre chronologique. Le déluge, Phaéton, Orphée, la fondation de Thèbes, Midas, Tantale, Pélops, Niobé, la toison d'or, Jason et Médée, Héraclès, Persée, Dédale et Icare, Thésée, Sisyphe, Bellérophon, Méléagre, je ne les connais pas, Oedipe et Antigone, Héros et Psyché, la guerre de Troie, Oreste, l'Odyssée d'Ulysse, les Grecs. Voilà, donc c'est certainement chronologique et je trouve ça très bien. Ça va être parfait, donc c'est celui-ci que je décide de vraiment lire et je vous en reparlerai une fois que j'aurai terminé. Sur ce, voilà, on termine cette première vidéo d'exploration de la mythologie ici. Je vous laisse, n'hésitez pas à me redonner des conseils de lecture, même si j'ai déjà une bonne pile à lire. Mais n'hésitez pas quand même, parce que j'en ferai peut-être une autre, exploration de la mythologie, parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout lire, tout ce que j'ai prévu. C'est pas grave. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des références. En ce moment, je suis vraiment dans la réflexion autour des genres et faire des recherches pour justement aller un peu plus loin dans certains genres littéraires. Et je trouve ça très intéressant. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, bye bye!